sur le thème science et connaissances, de la matière à l'esprit. On peut dire que la physique quantique occupe une place à part dans la mesure où la physique quantique nous oblige à sortir des ornières matérialistes habituelles en nous dressant du monde de physique un portrait beaucoup plus subtil et pas toujours d'ailleurs facile à comprendre. Euh, Là, j'insisterai sur deux aspects du quantique. L'un, c'est le côté aléatoire et l'autre, c'est le côté non-séparabilité qu'on appelle aujourd'hui intrication ou enchevêtrement ou non-localité. Le premier aspect, qui est l'aspect aléatoire, qui a surpris beaucoup les physiciens de l'école classique, revient à dire que parfois il se produit des phénomènes aléatoires dans le monde de la matière. Je donne un exemple parce que ça ne parle pas toujours à tout le monde. L'exemple que je vais donner, c'est celui des substances radioactives. Vous avez, par exemple, 1 kilo de substances radioactives, on va dire uranium, césium, ou tout ce qu'on veut. Et c'est, dans ce 1 kilo de substances, il y a énormément d'atomes que nous allons supposer tous dans le même état initial. Et néanmoins, bien qu'elles soient toutes dans le même état initial, eh bien, il se trouve qu'au bout d'une seconde, un certain nombre de ces atomes vont se désintégrer et pas d'autres. Au bout d'une heure, pareil. Au bout d'un jour, pareil. Au bout de 10 ans, pareil. C'est-à-dire, nous avons un même état initial et des comportements différents. C'est ça l'aléatoire. Un autre exemple d'aléatoire, c'est je mesure quelque chose sur une particule quantique, par exemple le spin d'un électron. Et j'aurai une réponse qui va être, dans certains cas, le spin va en haut, spin up, ou le spin est orienté vers le bas, spin down. Et là encore, on ne peut absolument pas prédire à l'avance quel résultat on obtiendra. Donc on est confronté dans la matière quantique à le phénomène de l'aléatoire. À partir de là, je fais une petite parenthèse pour rappeler que la science est un jeu de quilles. Et ça veut dire quoi un jeu de quilles? Ça veut dire que la première étape de la recherche scientifique, en tout cas, est de mettre un maximum de quilles sur la table alternatives. Ces quilles, ce sont des hypothèses alternatives. Plus on met de quilles sur la table, plus on a des chances que la bonne hypothèse soit dedans. Et donc, contrairement à l'idéologie qui, elle, va tout de suite vers un choix d'hypothèses à l'exclusion des autres, la science elle, son premier devoir, c'est de mettre un maximum de quilles sur la table. Et ces quilles, ce sont des hypothèses. Donc, par rapport à l'aléatoire quantique, on a au moins 3 quilles possibles, 3 hypothèses. Et jusqu'à présent, on n'en a considéré que 2. Alors, c'est soit, quand on a l'aléatoire, c'est soit acausal. Acausal, le A privatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause à ce hasard, c'est-à-dire l'atome se désintègre plutôt que son voisin, c'est comme ça, il n'y a pas de cause. Et c'est l'hypothèse du hasard pur. L'autre hypothèse qui a été aussi considérée, c'est l'hypothèse du déterminisme caché. C'est ce qu'on appelle les théories à variables cachées. Et ces théories, c'est ce qu'on va appeler le crypto-exocausalité. Alors, je vais traduire. Crypto, ça veut dire caché en grec. C'est ce qu'on appelle, on connaît bien la crypto, quand on crypte les choses, la cryptozoologie ou tout ça, c'est caché. Exocausal, c'est que pour moi, un déterminisme, c'est de l'exocausalité, c'est-à-dire c'est une loi de causalité subie qui est d'origine exogène, extérieure, c'est pour ça que c'est une exocausalité. Donc, une autre possibilité pour le hasard quantique, encore une fois, c'est qu'en fait, c'est déterministe, mais nous n'avons seulement pas accès à ce déterminisme. Il est caché. Et donc, quand tel atome se désintègre plutôt que tel autre, c'est tout simplement parce qu'il y a un déterminisme qui va expliquer ça. Seulement, nous ne le connaissons pas. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et jusqu'à présent, les physiciens ont considéré seulement les 2 premières hypothèses, sans d'ailleurs on n'est pas sans arriver à les démontrer. Il y a néanmoins une 3e hypothèse qui n'a pas été considérée, et personnellement je la trouve la plus intéressante des 3, que j'appelle l'endocausalité. L'endocausalité, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous avons affaire à une causalité non déterministe parce qu'au lieu d'être imposée de l'extérieur et donc subie, elle est choisie. Au lieu d'être subie, elle est choisie. C'est donc une causalité choisie qui vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est endocausale, elle est endogène à l'être.
Et en fait, elle nous renvoie, et c'est là où c'est intéressant, elle nous renvoie à une autre dimension de la réalité, qui est une dimension qu'on pourrait appeler psychique, puisqu'il faut lui mettre un mot. Et grâce à cette approche endocausale de l'aléatoire quantique, on va vers les éléments, vers une synthèse psychophysique de la réalité. C'est-à-dire, en fait, l'aléatoire quantique serait l'expression d'une latence psychique à l'intérieur de toutes les particules. Voilà, je ne sais pas si je exprime les choses de façon très sensible, mais en tout cas, ça revient à dire qu'au niveau même de la particule élémentaire, il y aurait quelque part un pouvoir décisionnel absolument rudimentaire qui, dans certains cas, s'exprime. Et quand il s'exprime, l'endocausalité, en fait, est inobservable. C'est-à-dire c'est un contenu auquel nous n'avons pas accès. La seule chose à laquelle nous avons accès, c'est son expression objective qui prend l'aléatoire, qui prend l'aspect de l'aléatoire. Voilà, ça c'est le premier aspect. Donc déjà là, on passe en fait dans cette notion de la matière à ce que j'appelle l'holomatière. Holomatière, pourquoi? C'est comme un œuf dur. L'œuf dur, on ne voit que le blanc. Le blanc, c'est la partie exocausale, donc déterministe. Mais à l'intérieur, il y a le jaune d'œuf. Ce jaune d'œuf invisible, pour moi, correspond à la partie endocausale et qui n'est plus matérielle, mais qui est plutôt de nature psychique, à partir de laquelle on va pouvoir comprendre comment il se fait qu'il y a un phénomène qui s'appelle la conscience cérébrale. Voilà, je ne vais pas développer là, je n'ai pas le temps, mais en tout cas, on a les germes d'une théorie psychophysique de la réalité. L'autre élément dont je parlais tout à l'heure, et je vais achever sur celui-là, c'est la non-séparabilité quantique, qu'on appelle maintenant l'intrication, l'enchevêtrement ou la non-localité. Il se trouve que ce phénomène-là, donc il y a des liens invisibles entre les particules. Ces liens invisibles sont une nécessité théorique, parce que c'est une nécessité pour la cohérence du monde, ça on pourrait le démontrer, je n'ai pas le temps, et d'autre part, ça transcende les limites, l'espace-temps relativiste de notre monde, donc on a affaire à quelque chose d'une autre nature. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'en fait, ces liens de non-séparabilité ou d'intrication ou de non-localité ou d'enchevêtrement sont une propriété du jaune d'œuf, c'est-à-dire la partie endocausale. En gros, ces liens seraient des liens d'ordre télépathique qui transcendent l'espace-temps. Comme ils ne sont pas de nature matérielle, ils ne sont notamment pas astreints aux limites relativistes de l'espace-temps. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Donc tout simplement pour dire que si on fait cette hypothèse qu'il existe ce jaune d'œuf que j'appelle la composante endocausale dans chaque particule, eh bien nous avons les moyens de comprendre ces deux phénomènes jusqu'à présent inexpliqués et totalement incompréhensibles, qui s'appellent d'une part la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique, puisqu'en fait nous avons affaire au même phénomène qui rentre dans la catégorie générale de ce que j'appelle les discontinuités aléatoires. Donc d'une part, nous avons la possibilité de comprendre ça parce que c'est les moments où la partie endocausale se manifeste alors que le reste du temps elle est latente. Et d'autre part, nous avons les moyens de comprendre comment il se fait qu'il existe des liens de non-localité qui transcendent l'espace-temps. Dernière chose, donc il y a deux niveaux là. La première chose, c'est le niveau de la cohérence, c'est-à-dire si ceci existe, c'est pour défendre la cohérence, la non-contradiction de la nature, et ça on pourrait le démontrer, je n'ai pas le temps, mais ça se démontre. Donc c'est un premier niveau de compréhension. Et le deuxième niveau de compréhension, c'est de comprendre qu'il y a dans la réalité, dans sa construction même, il y a un niveau endocausal, qui n'est donc pas exocausal, et qui, quand il se manifeste, eh bien, on sort du cadre phénoménologique normal de la matière et de son espace-temps. Voilà, en gros. Et donc, en fait, cette hypothèse-là me permet de faire une jonction entre le monde matériel et le monde de l'esprit. Et ça va encore plus loin. Et je vais achever là-dessus, c'est que je vous ai parlé d'endocausalité, mais jusqu'à présent, je n'ai considéré que l'endocausalité partielle. Et donc, on peut envisager, on peut se demander, et si l'endocausalité était totale? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'endocausalité totale? Eh bien, pour reprendre la métaphore de notre œuf dur, ce serait le jaune d'œuf sans le blanc. Et donc une endocausalité qui a un pouvoir décisionnel et un pouvoir d'initiative total sans restriction. Alors que l'endocausalité de notre monde est seulement partielle, puisque le jaune d'œuf est limité par le blanc d'œuf. Et je vais donner un exemple très simple pour chacun d'entre nous. Je peux décider de bouger mon bras de telle ou telle manière, mais je ne peux pas décider d'avoir 6 paires de bras.
Donc c'est bien une endocausalité partielle. Et si j'avais une endocausalité totale, et j'achèverais juste là-dessus, eh bien nous changeons de niveau, nous passons du monde de l'immanence au monde de la transcendance. C'est-à-dire, en fait, s'il y a du divin quelque part, il est au niveau de cette urcausalité ou de cette endocausalité totale. Voilà. Donc le verre est dans le fruit, c'est-à-dire, pour conclure, la physique quantique me permet de dire qu'il y a peut-être de l'endocausalité dans la matière même, et cette endocausalité peut grandir jusqu'à une urcausalité, c'est-à-dire une endocausalité totale, et là, je découvre qu'il y a un niveau de transcendance, et donc je découvre en fait le domaine du divin. Voilà.